Merci pour l'invitation et la présentation. Donc, oui, je m'appelle Julien Rioux, je suis à la base médecin de santé publique. Puis j'ai aussi fait une thèse en épidémiologie et biostatistique à Paris. Maintenant, je suis en postdoctorat à l'université de Berne où j'ai travaillé en particulier sur le SARS-CoV-2. Et c'est un peu de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui sur certains aspects voilà, plutôt quantitatifs et dans l'évaluation en fait du risque pandémique. Donc, j'ai intitulé cette présentation Les débuts du SARS-CoV-2, apprivoiser l'incertitude dans les temps incertains. Et donc, je vais commencer directement. Je voulais d'abord commencer par une courte déclaration d'intérêt. Donc, je suis employé par l'Université de Berne en Suisse et par l'Office fédéral de santé publique, qui est comme l'équivalent de Santé publique France ici. Et donc, j'ai pas de conflit d'intérêt, mais les opinions, en général, j'essaie de rester au fait, mais s'il y a certaines opinions que je présente, c'est des opinions qui sont les miennes et pas les positions de ces institutions. Donc, dans le déroulé de cette présentation, je vais commencer par vous parler en général des émergences et du passage de l'émergence à la pandémie et de l'évaluation du risque pandémique. D'abord en général, et puis ensuite en prenant le cas et l'exemple du SARS-CoV-2 et en vous présentant un peu les données qui étaient disponibles à la fin janvier 2020, donc au tout début de cette histoire fameuse maintenant. Et avec ces données, vous montrer un exemple de ce qu'on avait fait à ce moment-là, comment on avait mis en lien ces données et toutes ces incertitudes pour évaluer le risque à ce moment-là. Et ensuite, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus, un peu moins quantitatif et méthodologique, mais qui me paraît important aussi, qui est de la question de comment communiquer l'incertitude dans ces genres de situations, euh, avec beaucoup d'incertitudes. Voilà. Comment la communiquer. Donc, émergence et réémergence. Donc, l'émergence d'une nouvelle maladie chez l'humain ou l'animal, c'est quelque chose qui est quelque chose de très courant. Là, vous avez une liste qui avait été faite par Fauci, qui est maintenant quelqu'un de très connu. Euh, une liste qui avait fait début 2020 et on voit qu'en fait, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Donc, vous avez le Zika dans les dernières années, l'Ebola, la fièvre jaune qui réémerge, etc. Et puis, fin 2019, le coronavirus disease 2019, Covid-19. Voilà. Si on reprend juste les quelques dernières années, on voit que depuis 15-20 ans, en fait, l'émergence, il y en a pratiquement chaque année ou tous les 2 ans. Vous avez eu le premier SARS, le Zika, le chikungunya, le choléra à Haïti, la H1N1 en 2009, le MERS, l'Ebola, le chikungunya et le Zika. Donc, c'est quelque chose qui quand même arrive très souvent. Mais toutes les émergences ne se transforment pas en pandémie. Et c'est un peu de ça dont je voudrais vous parler pour commencer. C'est la question qui est un peu centrale, c'est quand on a une émergence, comment on évalue le risque pandémique. Et pour cela, il y a deux questions centrales qui ont été développées, qui ont été décidées un peu par l'OMS dans une application qui est spécifiquement faite pour la grippe, mais qu'on peut utiliser pour d'autres émergences. La première question, c'est quel est le risque de transmission interhumaine soutenue? Donc, c'est ma propre traduction, c'est Sustained Interhuman Transmission. Et quel en serait l'impact sur la population humaine? Mais alors, ces deux questions, c'est quelque chose qui doit s'évaluer de façon assez multidisciplinaire. Donc, il y a quand même beaucoup de disciplines différentes qui interviennent dans cette évaluation du risque pandémique. Donc, d'abord, vous avez les virologues, les généticiens, les phylogénéticiens, les gens qui s'intéressent au fondement du virus, en fait, ou de la bactérie, quand il s'agit de bactéries, ou du parasite, s'il s'agit d'un parasite, et donc qui s'intéressent aux caractéristiques génétiques et à l'adaptation à l'humain. Mais c'est quelque chose qui reste quand même en laboratoire et qui est difficile à transposer à la vie réelle. Parfois ça marche très bien, parfois ça marche moins bien. Mais c'est ces gens-là qui interviennent sur ce sujet. Ensuite, vous avez un côté qui est le côté des vétérinaires, des écologistes, donc au sens de l'écologie scientifique, donc des niches écologiques et des liens entre les différentes espèces. Donc, ces gens-là s'occupent des réservoirs animaux, des hôtes intermédiaires, qui sont des choses qui sont quand même assez importantes dans ce domaine. Et puis de la distribution géographique des points de ces hôtes intermédiaires ou de ces réservoirs animaux et des points de contact avec les humains, parce que la plupart des émergences, en fait, sont des zoonoses et donc viennent des animaux. Et enfin, le troisième point, qui est celui qui m'intéresse moi, parce que c'est mon domaine, c'est c'est la discipline des épidémiologistes et des cliniciens en général, des infectiologues et
de la médecine, quelque part. Et dans ce cas-là, on a trois choses qu'on essaye d'évaluer de façon assez pointue pour le risque pandémique, encore une fois. La première, c'est est-ce qu'il existe une immunité préexistante dans la population humaine? Par exemple, pour la grippe saisonnière, on sait qu'il y a des gens qui sont déjà immunisés à la grippe saisonnière et donc l'impact de la nouvelle grippe va être influencé par cette immunité préexistante d'une année sur l'autre. Le deuxième point, c'est l'intensité de la transmission interhumaine. Et le troisième point, c'est la sévérité de la maladie chez l'humain. Et donc, on voit que ces questions sont quand même les trois. Alors, les autres disciplines sont très importantes aussi, mais ces trois questions sont quand même centrales dans cette évaluation du risque. Une fois qu'une nouvelle maladie a émergé, quel va être le risque d'une vraie pandémie? C'est vraiment ces trois questions qui nous intéressent le plus. Et quand on a ces trois questions, donc dans les aspects épidémiologiques du risque pandémique, on a ces trois questions que j'ai mis en ligne ici. Et puis, pour chacune de ces questions, on peut l'évaluer d'une façon un peu qualitative et d'une façon plus quantitative. Et c'est là qu'on intervient avec des méthodes un peu plus avancées. Donc, si on parle d'immunité préexistante, ce qui nous intéresse pour une évaluation qualitative, ça serait est-ce qu'il y a des pathogènes apparentés qui ont déjà circulé? Donc, comme je vous ai dit, il y avait la grippe. Si on parle du SARS-CoV-2, on avait des discussions au début en disant il y a d'autres coronavirus qui circulent de façon naturelle chez les humains. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une immunité croisée et que l'immunité préexistante en fait existe même à une maladie qui émerge? Et l'évaluation quantitative, ça serait pour la même chose de faire des études de sérologie. Donc ça, c'est difficile à mettre en place en direct, vous voyez, en quelques jours quand il y a une émergence. Mais on peut le faire au long terme, au long cours, et c'est quelque chose qui fait partie de la préparation en fait au risque pandémique, de savoir un peu l'état immunitaire des populations. C'est quelque chose qui peut servir d'un coup quand on en a besoin. Le deuxième point, donc la transmission interhumaine soutenue. Si on veut l'évaluer de façon qualitative, on va juste chercher des cas qui ne sont pas reliés à une source, alors une source animale quand il s'agit d'une zoonose, qui est le cas dans la grande majorité des cas, ou des cas qui sont non reliés à la source, quelle qu'elle soit. Ce qui nous dit que si ces cas ne sont pas reliés, qu'on ne peut pas faire un lien entre ces nouveaux cas et puis cet animal euh, qui est censé avoir causé l'émergence, ça veut dire qu'il y a une transmission interhumaine. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure elle existe, mais de façon qualitative, on peut le dire. Et puis, si on veut le savoir de façon quantitative, c'est là qu'on arrive à l'estimation du nombre de reproductions de base R0, sur lequel je vais revenir plus tard. Et le troisième point, donc la sévérité, parce qu'en fait, s'il y a une émergence d'une maladie qui devient une pandémie, mais qui n'a aucun impact sur la santé humaine, en fait, c'est quand même ça fait quand même moins peur. Donc la sévérité, c'est quelque chose de très central aussi. Et ça a été l'objet de controverses sans fin au début du Covid. Donc, de façon qualitative, est-ce qu'il existe des hospitalisations et des décès, quel que soit le nombre, un peu, de façon. Est-ce que c'est quelque chose qui peut causer des hospitalisations et des décès? Et puis, de façon quantitative, on est obligé de se servir des données de surveillance qui sont ajustées, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des biais de surveillance qui sont très, très importants. Tout le monde n'est pas testé, et puis il y a beaucoup de difficultés à vraiment estimer la mortalité, par exemple, au début d'une pandémie ou d'une émergence. Donc là, dans le reste de cette discussion, je vais surtout me centrer sur cette estimation du nombre de reproductions de base R0. Et d'abord de façon un peu générale, et puis dans le cas du Covid. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que maintenant tout le monde connaît, mais je recommence quand même à la base un peu de cette histoire de R0. Le nombre de reproductions de base R0, ça exprime le niveau de la transmission interhumaine de façon quantitative, et c'est le nombre moyen d'infection généré par une personne infectée dans une population entièrement susceptible. Et c'est un peu tous les mots de cette définition sont importants et doivent être gardés en tête quand on veut exactement comprendre de quoi il s'agit. Pour aller un petit peu plus loin, on a le nombre de reproductions de base R0, et puis ensuite on a le nombre de reproductions effectifs, qu'on appelle souvent RE ou RT, suivant les endroits, et c'est quelque chose dont on connaît tous maintenant l'impact chaque jour. Et celui-là, en fait, la différence entre le R0 et le RE, c'est que le RE prend en compte l'accumulation de l'immunité dans la population, le fait que les gens qui ont été infectés ne vont pas l'être encore, au moins pendant un court moment, qui dépend aussi des maladies et des pathogènes, mais de façon générale, en général, l'immunité vient après l'infection et empêche une réinfection dans la plupart des cas. Donc ce RE, il prend en compte cette accumulation d'immunité et l'influence des mesures de contrôle.
Donc, quelque part, de façon très simple, avec une formule comme ça, toute simple, on peut dire que le RE dans le temps, donc au temps t, ça va être le R0 qui, lui, est constant, est stable, et une caractéristique, en fait, du pathogène et de la population. Et dans le temps, ce RE va changer parce qu'il va y avoir S, qui est la proportion de susceptibles de la population, qui va diminuer. Donc, vous voyez, si ça devient moins de 100%, ça va diminuer avec le temps. Et multiplié aussi par ce que j'appelle ici C de T, qui est la réduction de transmission due aux mesures de contrôle. Voilà, donc, si on comprend ça en prenant les extrêmes, si tout le monde est susceptible, donc 100%, ST égale 100%, et on n'a aucune mesure de contrôle en place, CT égale 100%, alors à ce moment-là, RE égale R0. Et cette situation, c'est cette situation en tout début d'épidémie. Donc c'est là où on se plaçait justement au début janvier 2020. Donc avec ce R0 et ce RE, on arrive à apprécier la croissance de l'épidémie de génération en génération. Donc c'est assez simple en fait. Vous avez ici vous avez 3 générations, 0, 1, 2. Vous avez une personne, elle va transmettre à 3. Et puis chacune de ces 3 personnes va transmettre à 3. Donc à la deuxième génération, vous en aurez 9, etc. Donc ici, ça serait un R effectif à 3 sur l'image de gauche. Et puis, si vous prenez un exemple avec un R effectif à 1, ben vous avez une personne infectée, elle a des contacts avec d'autres gens, mais elle en infecte qu'une, et puis chacun en infecte qu'une en moyenne, comme ça. Donc on comprend en fait, c'est que au-delà de juste mesurer la quantité de la valeur de la transmission interhumaine, ce RE aussi, il nous dit quand l'épidémie va s'arrêter de grandir. C'est-à-dire dès qu'il va passer en dessous de 1, ça veut dire que la génération suivante va être plus petite que la génération précédente. Maintenant, je pense que c'est quelque chose que tout le monde, enfin beaucoup de gens comprennent bien, et j'espère que je ne vous ennuie pas avec ces choses trop simples. Mais ce que je voulais, c'était partir du début pour aller encore un petit peu plus loin et vraiment comprendre à quoi ça sert et comment on l'utilise en pratique. Et donc, ce R0, il détermine aussi complètement l'épidémie en entier si on la laisse se propager naturellement. Donc, si vous faites des simulations, alors c'est des simulations qui sont quand même, c'est des simulations qui sont faites à ordinateur, mais qui correspondent vraiment à des mécanismes biologiques qui sont quand même assez bien compris et expliqués par des équations mathématiques. Si on simule la propagation non contrôlée d'une épidémie, par exemple avec un R0 de 2, dans une population de 100 000 individus, vous voyez, et vous prenez la proportion d'infectés dans le temps, et vous allez avoir un pic comme ça. Et ce pic, il va se produire au jour 15. Et ça, le fait que ce pic il ait cette forme et qu'il se produise à ce temps-là, c'est déterminé par R0 et par le temps de génération. Donc vous avez un pic qui est en fait un point d'inflexion, qui n'est pas le point au bout duquel l'épidémie est finie, mais qui est le pic d'infection, c'est-à-dire qu'après ce pic, l'épidémie va descendre. Et en fait, si on regarde aussi en lien avec cette proportion d'infectés ici en bleu que j'ai mis, donc qui fait une vague, une grosse vague, comme une grosse vague épidémique où on n'a pas de contrôle, on laisse la maladie se propager naturellement. Si on regarde avec le temps l'évolution de la proportion des gens susceptibles, donc des gens qui n'ont pas encore été infectés, au début, si on considère que c'est 100%, et puis vous voyez, chaque fois que quelqu'un va être infecté, ça va diminuer, etc. Et puis vous voyez qu'à partir du moment où ça passe 50%, on arrive au point d'inflexion ici. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Le point d'inflexion, c'est quand c'est 50% de susceptibles. C'est pas un hasard non plus. Et bien, une autre observation, c'est qu'en fait, la taille finale de l'épidémie, ça va pas être 100%. C'est-à-dire que si on met une bactérie ou un virus dans une population et qu'on la laisse propager naturellement, tout le monde ne va pas être infecté. En fait, il va y avoir une taille finale comme ça, qui est aussi déterminée par R0. Voilà. Donc, si je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le point d'inflexion qui arrive quand 50% des personnes ont été infectées, ce n'est pas un hasard si c'est 50% et que le R0 était 2 dans cette truc. C'est parce qu'il y a un lien direct entre ce R0 de 2 et le fait que ça croise ici à 50%. Et la formule, c'est une formule qui est maintenant assez utilisée, ou qui a été utilisée même dans les médias, c'est que ce point d'inflexion, que j'appelle ici F, mais qu'il n'a pas de nom particulier, on peut l'appeler comme on veut, c'est 1 moins 1 sur 1, 0. Donc si vous prenez 2, 1 moins 1 sur 2, ça fait 50%. Et cette valeur de 50%, par exemple pour le R0 égale 2, ça correspond donc au nombre de gens qu'il faut avoir infectés pour que l'épidémie commence à diminuer, mais aussi, en fait, c'est quelque chose de très central, parce que ça correspond aussi à l'effet des mesures de prévention nécessaires pour contrôler la transmission, c'est-à-dire
le lockdown ou le confinement. Il faut que l'effet du confinement arrive à ce 50% pour pouvoir arriver à contrôler l'épidémie. Vous voyez. Et ça correspond aussi à quelque chose qui est très actuel, la proportion de la vaccination, la proportion de la population à vacciner pour éviter les résurgences et pour contrôler l'épidémie aussi. En fait, c'est ce 50% si R0 égale 2, c'est tout ce qu'on appelle l'immunité de groupe, et c'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe de façon un peu plus formalisée. Voilà. Donc, si on reprend l'exemple, si R0 égale 3, le point d'inflexion sera atteint quand donc 1 moins 1 sur 3 égale 67%. 67% de la population est immunisée, ou si on a des mesures de contrôle qui réduisent la transmission de 67%, ou si 67% de la population est vaccinée, ou une combinaison des trois. Vous voyez, il faut que la somme fasse 67%. Et c'est exactement le moment où RE passe en dessous de 1, comme je vous ai dit avant. Donc 3 fois 1 moins 67%, ça fait 33%. C'est 1. C'est exactement le point d'inflexion comme ça. Et donc ce R0, vous voyez à quel point il est utile en fait. Il sert à estimer l'infection, la transmission interhumaine, est-ce que ça se transmet beaucoup ou pas, vite ou pas. Bon, la vitesse, il y a aussi le temps de génération, dont je n'ai pas parlé, mais il détermine aussi beaucoup de choses dans l'ampleur des conséquences possibles en fait. Il détermine la taille finale, il détermine le point d'inflexion, les mesures qu'il faut prendre et la population, la proportion de vaccinés qu'il faut avoir. Donc vous voyez à quel point c'est central dans la compréhension des épidémies. Donc, si vous prenez cette fois-ci R0 dans l'axe des abscisses, donc j'ai mis de 0 à 4, par exemple, vous pouvez calculer juste le point d'inflexion. Donc, ça veut dire que si vous avez un R0 qui est en dessous de 1, ben, en fait, l'épidémie ne va jamais démarrer, donc le point d'inflexion sera 0. Si c'est 2, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être 50%. Il va falloir contrôler 50% de la transmission pour arriver à contrôler l'épidémie. Et puis, si c'est 3 ou 4, vous voyez, ça devient 75% ici. Et ça aussi détermine la taille finale de l'épidémie en orange ici. Donc, si vous avez aussi un 0 de 0 à 1, vous allez avoir une taille finale de l'épidémie de 0%. Et puis, ça augmente très vite, en fait. Dès qu'on arrive à R0 de 2, on arrive à plus de 75% de taille finale de l'épidémie et presque 100% à partir de R0 de 4. Donc ça, c'est juste la taille finale de l'épidémie s'il y a une seule grosse vague. Donc en résumé, l'estimation du précoce du R0 est un aspect central de l'estimation du risque pandémique. J'espère vous avoir convaincu de ça. Et donc là, j'ai mis quelques exemples. Vous avez de pathogènes. Donc vous avez la rougeole avec un R0 très élevé, c'est assez connu, ça, c'est 12 à 18. Ce qui fait que le point d'inflexion est de 92 à 94%. Ce qui fait que pour contrôler la rougeole, il faut vacciner 92 à 94% des enfants, par exemple, vous voyez, ou de la population. La varicelle, c'est assez haut aussi. Vous avez la variole qui était 3,5 à 6, ce qui fait qu'il fallait aussi vacciner une grande proportion de la population. Et cette fois-ci, on y est arrivé avec l'éradication de la variole dans les années 80. Donc c'est quand même quelque chose de possible, vous voyez. La grippe espagnole de 1918, 1,5 à 2,8, donc qui a fait énormément de morts. Le VIH, le SARS-CoV, qui maintenant s'appelle SARS-CoV-1, puisqu'il y a le 2. La grippe, le MERS, par exemple, le MERS c'est un bon exemple parce que celui-là, il était en dessous de 1 et on avait pu l'estimer à l'époque et dire, en fait, ça n'a pas de risque pandémique. Et l'Ebola. Donc, j'espère que ça vous donne une idée un peu de ces questions-là. Donc, les autres aspects importants, donc je vous ai dit, il y a la transmission, c'est R0, et puis les deux autres points, c'est l'existence d'une immunité préexistante et la sévérité de l'infection. Mais je me concentre cette fois-ci sur le R0. Donc maintenant, je vais vous parler des données du Covid, en fait, et des données qu'on avait à la fin de janvier 2020, et comment on a réussi à estimer ces R0 à partir de ça. Donc à la fin de janvier 2020, ce qu'on savait, on avait quelques idées sur la virologie de ce nouveau virus qui venait de sortir. On savait que c'était un nouveau coronavirus, qu'on appelait à ce moment-là nCoV. On savait qu'il était similaire au SARS-CoV, qui s'appelait encore SARS-CoV tout court, et maintenant qui s'appelle SARS-CoV-1. Et similaire aussi au MERS coronavirus. Je n'ai pas rappelé trop les deux, mais le SARS-CoV, c'était un qui a émergé en Chine en 2003, et puis le MERS qui a émergé dans la péninsule arabique en 2012-2013. Donc on savait que c'était un nouveau coronavirus similaire, et donc vous avez ici l'arbre phylogénétique des bêta-coronavirus, et puis le SARS-CoV-2, on l'avait déjà posé ici, à côté du SARS-CoV. Donc
Donc ça, c'était très tôt dans l'émergence. On savait aussi à ce moment-là qu'il y avait une émergence, où maintenant, à l'époque, on disait que c'était l'émergence au marché Huanan de Wuhan. Maintenant, on doute de savoir si c'est vraiment l'émergence qui s'est produite là ou si c'est juste une accélération, mais quel que soit ce qui soit passé, on sait qu'il y avait beaucoup de cas qui étaient en lien avec ce marché. Et ce marché alimentaire de Wuhan. Ce qu'on savait aussi, c'était quelques aspects écologiques. On savait qu'il y avait eu un épisode initial de transmission zoonotique de taille inconnue, et ça, on le savait, mais surtout, on s'en doutait, parce qu'on sait que les coronavirus circulent beaucoup chez les chauves-souris, en particulier les rongeurs et les chauves-souris. Et c'était aussi ce qui s'était passé pour beaucoup d'autres coronavirus. Donc ici, vous avez des coronavirus bénins, donc vous avez, qui étaient d'abord avec un réservoir chez les chauves-souris, puis celui-là, il est passé par le lama pour arriver à l'humain. Celui-là, il était chez les rongeurs, il est passé par les vaches pour arriver à l'humain. Le SARS-CoV, il était de la chauve-souris à la moufette, non, c'était pas une moufette, la civette, pardon, la civette en Chine, puis il est arrivé à l'humain. Et le MERS coronavirus en péninsule arabique, il s'est passé de la chauve-souris au dromadaire pour arriver à l'humain. Donc il y avait quelque chose qui se répétait comme ça, ce qui faisait qu'on était quand même assez confiant de dire ce nouveau coronavirus, il est probablement passé d'un rongeur à un autre intermédiaire à l'humain, comme ça s'est déjà passé, vous voyez, 6 fois avant. Ensuite, on avait aussi les datations. On savait que cette émergence, donc cet aspect génétique, on peut la dater quelque part grâce à la phylogénétique. En faisant des hypothèses sur la vitesse de mutation des virus, on peut avoir le dernier ancêtre commun en fait, entre tous les cas qu'on observe chez les humains. Et puis, en faisant une hypothèse sur le temps que mettent les mutations à arriver, on peut quelque part dater l'émergence. Et donc, on avait daté cette émergence, pas nous, mais d'autres gens le faisaient à l'époque, autour de fin novembre à début décembre 2019. Donc ça, c'est ce qu'on savait aussi. Depuis, il y a eu d'autres histoires et d'autres développements sur ça, mais à l'époque, on savait ça en tout cas. Au niveau de la transmission interhumaine à Wuhan et en Chine, ce qu'on savait de manière, comme je vous ai dit, qualitative, on savait qu'il y avait des cas qui n'avaient pas de lien avec le marché. Donc il y avait des gens qui avaient testé positif pour ce nouveau coronavirus et dont on ne pouvait pas retracer un passage au marché. Donc ça veut dire qu'ils l'avaient très probablement acquis d'une autre personne, et donc il y avait de la transmission interhumaine. C'était le premier signal un peu de danger sur ce plan. Surtout parce qu'en fait, ils avaient déjà, le 24 janvier, ils avaient fermé, enfin non, c'était avant déjà, déjà début janvier, ils avaient déjà fermé le marché, désinfecté tout, ce qui fait que ça devient très difficile de savoir exactement ce qui s'est passé, mais c'est une autre question. Mais même 2 semaines après avoir fermé le marché et désinfecté tout, on avait quand même des nouveaux cas. Donc ça veut dire que la transmission était en cours dans la population. On avait aussi des données de surveillance, donc des nombres de cas confirmés à Wuhan, donc ici qui sont en rouge, et puis aussi en Chine en général, mainland China, en bleu. Et puis, ça, ces deux-là, rouge et bleu, c'est sur l'axe de gauche. Et puis, vous aviez aussi des cas confirmés en dehors de Chine qui sont là sur l'axe de droite. Donc, vous aviez, c'est cumulatif, donc c'est 40. Et puis, voilà, 2000 en tout, et puis à peu près 500 à Wuhan. Donc, ça, c'était le nombre de cas rapportés comme ça. Mais en fait, ces données de surveillance, on ne pouvait pas tellement leur faire confiance. Alors, on pouvait leur faire confiance sur le point de vue qualitatif. Il y a de la transmission qui se produit à Wuhan, dans le reste de la Chine et dans le monde, quelque part, donc c'est déjà une information, mais au niveau quantitatif, on ne pouvait pas tellement l'utiliser parce que, pour plusieurs raisons, en fait, pas seulement parce que c'est la Chine, en fait, mais il y a un manque de fiabilité dans ces situations pour les données de surveillance. La première raison, c'est qu'il y a une situation qui est complètement chaotique quand il y a une émergence de maladie comme ça. Vous avez voilà, l'armée qui intervient, vous avez des mouvements de foule, des paniques, des gens qui fuient les villes et tout. Donc c'est quand même très compliqué dans ce genre de situation de compter. Vous voyez, c'est pas la priorité de compter le nombre de cas nouveaux chaque jour exactement. La deuxième raison, c'était qu'à ce moment-là, les tests étaient quand même. Il y avait déjà des tests qui existaient, mais ils n'étaient pas déployés et organisés comme ils l'ont été plus tard. Donc on testait quand même un peu certaines personnes et pas d'autres, et on priorisait sûrement les gens, certaines personnes et pas d'autres. De toute façon, ça sous-estimait largement le vrai nombre d'infections qu'il y avait dans la population.
Et puis, il y a aussi cet aspect qui a été un peu controversé, qui est à quel point on peut faire confiance aux autorités chinoises en cas d'émergence. Euh, Moi, j'ai pas tellement d'avis là-dessus. Ce qu'on savait, c'était qu'en 2003, pendant le SARS-1, il y avait eu des accusations de dissimulation, et en particulier ce médecin-là qui avait dénoncé un peu ces dissimulations lors de la crise du SARS. Donc tout ça pour dire qu'on ne pouvait pas vraiment utiliser ces données locales pour ces raisons-là. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser les cas exportés. Parce que les cas exportés, c'est quelque chose qui est en fait quelque part plus fiable parce que ça concerne un moins grand nombre de personnes. Donc les gens qui se faisaient tester, c'était tous les gens qui revenaient de Wuhan ou de Chine. Mais ça concerne un nombre plus faible et donc quelque chose qu'on peut, une couverture du test qui peut être considérée comme plus fiable. Parce qu'on connaît, donc on a identifié ces cas internationalement. On peut penser qu'on en a identifié une bonne partie, ou en tout cas, peut-être pas tous, mais presque, à ce moment-là. On connaît le nombre de voyageurs aériens, on connaît aussi la fenêtre de détection, on connaît la population dans cet aéroport de Wuhan. Et donc, à partir de ça, donc c'était des personnes de l'Imperial College qui avaient fait cette estimation que si, donc je vous avais dit le 18 janvier, le nombre de cas, le nombre de cas à Wuhan, c'était quelque chose comme 150. En fait, à ce moment-là, à partir de ces données-là, on pouvait estimer que le vrai nombre d'infectés à Wuhan, c'était entre 1000 et 9700 cas. Donc c'est une fourchette qui est très large, mais qui est déjà plus fiable par rapport à ce qu'on savait. Donc à partir de toutes ces données dont je vous ai fait la liste, on a essayé d'estimer le R0 à partir de ça. Voilà. Et donc de mettre en lien toutes ces données et de mettre en lien toutes ces incertitudes. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y avait beaucoup d'incertitudes à ce moment-là. Et donc comment on a commencé? On a considéré les mécanismes de génération des données. Donc si on réfléchit à comment on est arrivé à ces données-là, ça veut dire qu'il y a eu cet épisode initial de transmission zoonotique de taille qu'on ne connaît pas au marché, donc soit des gens qui ont été en contact avec un animal au marché, soit une accélération de l'épidémie au marché au même moment. Mais en fait, pour nous, ça revient un peu au même dans ce contexte-là. Après, la question de l'origine du SARS-CoV-2, c'est très intéressant aussi, mais ça n'intervient pas tant que ça là-dedans. On sait que c'était autour de fin novembre 2019 parce qu'on avait ces datations phylogénétiques. Puis ensuite, il y a eu une transmission interhumaine en dehors du marché avec un R0 inconnu qu'on va essayer d'estimer, avec un temps de génération, c'est-à-dire le temps entre deux générations successives d'infection, qui est inconnu aussi, et qui mène à la fin un total de 1000 à 9700 cas à Wuhan le 18 janvier. Donc c'était ça notre idée. On va reconstruire un peu les scénarios de ce qui s'est passé entre cet épisode pour arriver là. Et donc, on va utiliser un modèle pour simuler des trajectoires épidémiques et estimer ces paramètres. Et on va faire ça en considérant les incertitudes à 3 niveaux. D'abord, ce qu'on appelle l'incertitude stochastique, c'est-à-dire les effets du hasard dans la génération des données, c'est-à-dire en fait que vous allez avoir des gens qui infectent d'autres personnes, mais le nombre de gens que chaque personne va infecter va être quelque chose qui relève un peu du hasard, qui peut varier beaucoup entre les situations selon plein de facteurs. En incertitude stochastique. On a aussi une incertitude paramétrique, connaissance imparfaite des valeurs des paramètres. Et ensuite, l'incertitude du modèle, c'est-à-dire qu'on va choisir un modèle qui nous paraît être le meilleur reflet de la réalité, mais qui a toujours des limites, et on a une incertitude résiduelle sur quel modèle est le meilleur pour faire ce type d'estimation. Donc, de façon plus pratique, on a utilisé donc un modèle à processus de branchement qui ressemble un peu à l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, qui en fait simule chaque génération l'une après l'autre, comme ça. Donc on va dire, si le R0 est 3, chaque personne va en moyenne en infecter 3, etc. Et puis chaque génération on va arriver à temps. C'est bien, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça permet de considérer l'hétérogénéité dans la transmission. Je vais y revenir juste après. Le problème, c'est que ça ignore la progression de l'immunité ou les mesures de contrôle, en fait, dans ce genre de choses. Mais comme je vous ai dit, au début de l'épidémie, au début de la pandémie, le R0 est égal au RE. Et donc, en fait, pendant quelques temps, au tout début de l'épidémie, ça ne nous intéresse pas. Ça ne change pas grand-chose de prendre en compte l'immunité ou pas. Un autre problème, c'est que c'est très gourmand en calcul. Donc, il faut des gros ordinateurs.
Voilà. Et en fait, c'est celui qu'on avait considéré comme le plus adapté au premier temps d'une épidémie pour ces raisons. Et donc, pour parler de l'hétérogénéité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment prendre en compte avec les modèles classiques de type d'équation différentielle et ce genre de choses. On peut le prendre en compte ici parce qu'on a un modèle de simulation de branchement avec chaque génération. Vous voyez. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le superspreading, l'hétérogénéité dans la transmission. Je vous ai dit que le R0 était une moyenne, donc la moyenne de cas secondaires par cas principalement, dans une population susceptible. Mais il y a une grande variabilité d'infection secondaire d'un cas à l'autre. C'est-à-dire que ici, vous pouvez avoir le R0 égal à 2 dans les deux cas. Ici, vous avez quelque chose qui est très comme un métronome, un peu. Chaque personne en infecte 2 autres personnes, ou un peu plus, vous voyez. Donc ici, celui-là, il en infecte 3, celui-là, il en infecte 1, celui-là, il en infecte 3, mais en gros, en moyenne, ça va être 2. Et vous voyez que vous passez de 1 ici, puis en 3 générations, vous êtes à 8. Donc c'est bien exactement le R0 de 2. Mais ici, si vous êtes dans une situation comme ça, c'est une situation où il y a peu de variabilité dans la transmission. Et c'est un peu le cas de la grippe, par exemple. La grippe, il y a une variabilité assez faible dans la transmission. Par contre, on sait que pour les coronavirus, la variabilité est très importante. C'était le cas pour les autres coronavirus avant. Et donc là, on est plutôt dans ce cas ici que je montre à gauche. Donc vous allez à chaque fois avoir en moyenne 2, sauf qu'il va y avoir beaucoup de différences. Par exemple, celui-là va transmettre à 4, celui-là à 1, celui-là à 0, celui-là à 1, et puis celui-là d'un coup à 8. Vous voyez. Ce qui fait qu'en fait, de la génération 1 à la 3, vous arrivez aussi de 1 à 8, vous avez la même progression moyenne, mais ça passe, vous voyez, c'est quand même très différent de la façon dont ça se fait. Et donc, comment on prend en compte ce genre de choses? La différence entre ici et ici, on peut utiliser ce qu'on appelle on utilise des lois de probabilité spéciales qui sont la loi binomiale négative, qui sont une généralisation de la loi de Poisson, que peut-être vous connaissez. Et ça prend en compte, en fait, cette différence dans la variabilité de la transmission. Et ça se fait à partir d'un paramètre qu'on rajoute, qu'on appelle K, qui s'appelle le paramètre d'overdispersion, de surdispersion. Et donc, plus ce paramètre va être grand, plus les chaînes de transmission vont être comme ça, stables et méthodiques. Plus ça va être petit, plus ça va être, plus il va y avoir un risque de variabilité, donc de superspreading. Et donc, on veut prendre en compte donc, cette incertitude au niveau de la transmission, comme ça, et puis l'incertitude au niveau des paramètres. Donc, on va utiliser pour ça des statistiques bayésiennes, c'est-à-dire qu'on va choisir des distributions a priori. Et puis, dans ce cas-là, comme on a un modèle qui est un modèle de simulation, on a choisi cette approche qui ressemble à l'inférence bayésienne approximative, où on va choisir des gammes de valeurs pour chaque paramètre, et puis on va faire une approche de grille, on va faire 1000 simulations pour chaque combinaison de paramètres, vous voyez, et puis ensuite on va regarder ce que ça donne sur le résultat final. Donc on a choisi ces paramètres, donc vous avez R0, on choisit une gamme qui est très large, entre 0,8 et 5. Ensuite, il y a ce paramètre de surdispersion dont je vous ai parlé. Ce temps de génération qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a estimé entre 7 et 14 jours d'après ce qui était pour les autres coronavirus. Le nombre initial de cas index au marché, qu'on ne connaît pas, mais qu'on s'est dit, on a estimé entre 1 et 50. Et la date de l'événement, on avait dit, après les données phylogénétiques, c'était entre le 20 novembre et le 4 décembre. Donc, vous voyez, on prend en compte l'incertitude qu'on a à chaque niveau et dans chaque donnée, on le prend en compte dans ce modèle et on l'inclut vraiment dans les simulations. Et donc ça fait un exemple, je crois que c'est avec le R0 de 1,8, et puis vous avez une combinaison de valeurs pour tous ces paramètres que je vais citer avant. Donc vous avez l'incertitude au début sur la taille initiale du paramètre, le nombre initial de gens dans le marché, l'incertitude sur la date de l'événement, et puis à la fin, l'incertitude sur la taille épidémique au 18 janvier. Donc je vous ai dit, au 18 janvier, on considère qu'il y avait entre 1000 et 9700 cas totaux. Donc ça, c'est l'incidence cumulative, vous voyez. Et donc, on va au début, ici, donc ça, c'est un petit encart du début ici. Au début, on va simuler un certain nombre de gens dans le marché. On va les faire se transmettre la maladie avec ce R0 spécifique. Et puis, ici, on va arriver en cumulé, puis on va voir que certaines simulations arrivent dans le champ de 1000 à 9700, qui sont en rouge,
Donc une partie des simulations vont arriver à l'endroit où on veut, dans la fourchette qui nous intéresse, qui sont ici en rouge. Et une autre partie va être en dehors. Mais cette partie-là, combien vont arriver à finir dans la fourchette qui nous intéresse, ça dépend forcément des paramètres. Vous voyez. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite utiliser ça pour construire les distributions postérieures de R0. C'est-à-dire qu'on va garder seulement, on va sélectionner seulement les simulations qui nous permettent d'arriver dans cette fourchette. Donc, pour chaque combinaison de simulations, on va garder seulement celles qui finissent entre 1000 et 9700. Ce qui fait que ça va passer de la distribution a priori en gris, comme ça, à celle en bleu. Et celle en bleu, ça va être quelle est la valeur de R0 qui est la plus compatible avec, quelles sont les valeurs de R0 qui sont les plus compatibles avec les données qu'on a. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on a fait cette estimation du R0 au tout début, qui est une façon un peu baroque de faire des choses, mais qui essayait de prendre en compte comme ça toutes ces incertitudes qu'il y avait un peu dans tous les sens. Et donc, ce qu'on pouvait conclure avec ça, c'est qu'on pouvait ensuite, donc on pouvait prendre l'intervalle de la 95% ici de ces postérieurs. Pareil pour le paramètre de dispersion ici. Et puis ensuite, on les a comparés avec quelque chose qui s'est passé avec d'autres virus qui étaient avant. Donc en fait, en rouge ici, en fond, vous avez pour chaque valeur de R0 sur l'axe des ordonnées et de la valeur de K sur l'axe des abscisses. Donc pour chaque valeur, on a mis en rouge la proportion des simulations qui finissent dans l'intervalle qui nous intéresse. Et donc plus c'est rouge, plus les valeurs sont compatibles en fait avec nos données. Donc on voit qu'en fait les zones les plus compatibles, si pour le moment on ignore les traits, les zones les plus compatibles, c'est quand le R0 est entre en gros 1,2 et 3,5, vous voyez, c'est cette zone ici là. Et puis pour le K, en fait, on ne sait pas. On voit que c'est compatible très bien avec un K qui est assez élevé ici, puis que c'est un peu moins compatible avec cette zone ici qui reste assez peu rouge. Mais si on compare ça avec d'autres données, les mêmes données pour, par exemple, le SARS-1 en 2003 à Singapour ou à Pékin, ou on compare ça avec la grippe de 1918, on voit que c'est quand même dans le même ordre de grandeur. Donc c'est ça qui nous intéressait, de montrer comme ça, de mettre en perspective. On voit aussi que c'est complètement différent du MERS, qui lui n'avait pas causé de pandémie et qui était beaucoup plus bas sur le R0. Voilà, donc la conclusion de ça, c'est voilà, les aspects épidémiologiques. On a un R0 entre 1,4 et 3,8. L'immunité préexistante a priori est nulle ou faible. Et puis, il y a une sévérité qui est intermédiaire. Et donc, on avait participé, comme beaucoup d'autres gens, à cette évaluation du risque pandémique à la fin janvier 2020. Et on avait conclu que le risque pandémique était majeur et qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Mais, et donc, si on laissait l'épidémie se transmettre sans aucun contrôle, on pourrait arriver à une infection de entre 50 et 97% de la population. S'il y avait une seule vague énorme, c'est ce que je vous avais expliqué au début avec la taille finale. On pouvait dire ça déjà depuis le début. On aurait pu dire aussi que, en fait, ça n'arrive jamais qu'il y ait une seule grande vague épidémique. En général, il y a toujours un contrôle qui se fait, ne serait-ce que parce que les gens restent chez eux parce qu'ils ont peur. Et ben donc on estimait à ce moment-là qu'il y avait entre 40 et 70% de la population mondiale qui serait infectée par ce virus. Et c'était quelque chose qui était très admis dans le milieu de l'épidémiologie de maladies infectieuses. Vous aviez Mark Lipsitch, qui est un professeur de Harvard, qui est un des personnes les plus connues dans ce domaine et qui disait ça déjà en février 2020. Ensuite, on a vu que dans les endroits où il y avait vraiment une grosse vague épidémique, comme à Manaus ou à Iquitos au Pérou, je crois, au Brésil, je crois que c'est Pérou, Iquitos et Manaus, Brésil, il y avait eu des études qui avaient montré qu'il y avait 70% des gens qui avaient été infectés, donc vous voyez, clairement dans cette fourchette ici. À Genève, où il y avait eu beaucoup plus de contrôle, on était arrivé à 22%. Et puis, il y a aussi ce qu'on dit, ce point d'inflexion. Donc, ce point d'inflexion entre 29 et 74%. Ça veut dire que cette nouvelle maladie, il va falloir réduire les contacts ou mettre des mesures de contrôle qui réduisent les contacts de 30 à 70% pour arriver à la contrôler, ce qui est une information quand même importante. Il va y avoir aussi, il va falloir
travailler beaucoup pour la contrôler et pour éviter une catastrophe. Ça, c'était ce qu'on disait au début, et pourtant, à ce moment-là, eh ben, il y avait d'autres gens qui disaient complètement le contraire. Euh, Par exemple, donc j'ai pris deux exemples qui sont en Suisse, parce que je suis en Suisse ici. Vous aviez ce professeur, éminent professeur, qui parlait au plus grand journal de Suisse romande et qui disait il n'y a aucune raison de s'alarmer. Ces estimations, donc il parlait des nôtres, sont fantaisistes et alarmistes, basées sur de fausses hypothèses. Cette année, nous avons eu davantage de victimes de la grippe que nous n'aurons jamais pour le coronavirus. Je suis formel. Vous aviez un autre spécialiste. Le virus ne se transmet pas aussi facilement que le virus de la grippe. Il y a donc de bonnes chances que la situation soit sous contrôle. Donc vous aviez quand même beaucoup de gens qui étaient. Bon, j'ai mis en X et Y parce que le but, c'est pas de parler des gens forcément, c'est plus de parler des situations. Donc vous aviez, même à ce moment-là, même avec ces données et ce consensus complet au sein des épidémiologistes, vous aviez quand même des gens qui disaient l'inverse. Et alors on se sentait un peu comme des Cassandres, vous savez, cette héroïne grecque à qui on avait donné le don de prédire l'avenir, mais que personne ne la croirait ce qu'elle dirait. Alors il y a plusieurs aspects, ça c'est quelque chose qu'on peut discuter un peu plus, c'est plus mon opinion. Il y a cette notion d'ultra-crépidarianisme qui a été utilisée, des gens qui donnent leur avis sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas de compétences. Il y a aussi des difficultés des journalistes à identifier un peu les spécialistes sur la question. Alors, des fois, on demande à des virologues que c'est un virus, mais le virologue, il ne vous dira pas le risque pandémique, vous voyez, il vous dira quelque chose qui relève plutôt de la biologie du virus. L'infectiologue aussi, il y a beaucoup d'infectiologues qui connaissent bien ces notions-là, mais c'est quand même le centre du travail de l'infectiologue, c'est le traitement des infections et pas forcément de comprendre les dynamiques épidémiques. Après, c'est vrai qu'il y a aussi assez peu de spécialistes et qu'on est tous spécialisés dans des choses surspécialisées, ce qui fait qu'on a du mal à parler. Et puis, voilà, il y a ce faux équilibre où on met un spécialiste et puis quelqu'un qui dit l'inverse comme si c'était égalité, vous voyez, alors qu'on devrait plutôt mettre plusieurs spécialistes qui débattent de plusieurs questions. Et puis, le dernier point dont je voulais parler, c'était, donc juste pour conclure, parce que j'avance, c'était ces difficultés à communiquer l'incertitude. Et c'est quelque chose qui m'a intéressé. Je suis allé un petit peu fouiller comment ça se fait, parce que beaucoup de gens nous disaient au début, on ne peut pas dire aux gens, on ne peut pas donner des fourchettes aux gens, on ne peut pas leur donner de l'incertitude, il faut leur donner la vérité, il faut leur donner ce qu'on sait et être sûr de soi, et c'est comme ça que ça marche. Et en fait, il y a aussi des recherches là-dessus qui disent que, au final, communiquer l'incertitude sur les faits, les nombres et la science, ça fait partie de la connaissance. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Et en fait, il y a même eu des études qui montraient que le public arrive à comprendre et à reconnaître l'incertitude quand on présente un intervalle plutôt qu'une valeur propre ou qu'une décision propre. Et ça ne compromet pas du tout la clarté du message ou le niveau de confiance. Et en général, même au contraire, c'est quand on s'est trompé une fois, après les gens ne croient plus. Mais si on leur explique qu'il y a de l'incertitude, eh ben, les gens sont capables de comprendre ça. Et je pense qu'on devrait le faire plus. Quand on communique l'incertitude sur le futur, c'est quelque chose qui est un peu spécifique aussi, c'est qu'il faut, ce que les gens conseillent dans cet article, c'était d'avoir beaucoup de transparence sur les hypothèses, la complexité, les inconnus, expliquer aussi le niveau de précision qu'on a, la granularité qu'on a. Par exemple, quand on parle de précision météorologique et de prévision climatique, c'est quelque chose qui n'est pas du même ordre. On peut être à peu près certain de la température et de savoir s'il va y avoir du soleil à 3 jours. On peut être aussi certain de savoir que la température moyenne pendant l'été, dans 5 ans, va être plus haute vous voyez, que maintenant. C'est deux choses qui sont reliées, mais qui sont différentes, et on peut faire les deux, et il faut expliquer que les deux sont des choses différentes. Voilà, je voulais finir par ces 5 règles pour mieux communiquer, que j'ai trouvées aussi dans cet article. Informer et non persuader, garder un équilibre et non un faux équilibre, révéler l'incertitude, et discuter de la qualité des données et essayer dans la mesure du possible d'anticiper sur la désinformation et de la prévenir avant qu'elle n'arrive, ce qui est quand même assez difficile à faire et qui est certainement quelque chose à laquelle on n'a pas réussi dans cette année. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis, je suis content de discuter avec vous tous des questions ou du sujet.